Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. C'est un soulagement pour les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 7 mai l'allègement des mesures contre le Covid-19, notamment la fin du couvre-feu et la réouverture des établissements scolaires. L'économie camerounaise particulièrement résiliente face à cette pandémie mondiale. La baisse de la croissance ne devrait pas excéder les 3% alors qu'elle avoisine les 8% dans d'autres pays de la sous-région. Et puis le port du masque obligatoire dans les lieux publics depuis le 7 mai au Tchad. Seulement tous les citoyens n'ont pas les moyens de s'en procurer. Conscientes de cette situation, les associations de la société civile se mobilisent. Mais tout d'abord, la campagne électorale bat son plein au Burundi, une campagne particulièrement offensive marquée par des violences et par l'arrestation de plusieurs candidats aux législatives. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces débordements. Les détails avec Philomène Tine. Campagne électorale sous haute tension au Burundi. De nombreux incidents opposent depuis plusieurs jours les militants du parti au pouvoir CNDD-FDD à ceux du CNL de l'opposition. Des incidents qui ont déjà fait 2 morts et des dizaines de blessés. Et la tension est montée d'un cran ces dernières heures avec l'arrestation de candidats aux législatives. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces débordements. On constate que c'est le CNL qui est responsable du plus grand nombre d'incidents sur le terrain. Ces militants commettent trop de bavures. On ne va plus le tolérer. Nous appelons la justice à les juger très rapidement. C'est la seule manière d'arrêter ces violences. Mais le CNL n'entend pas se laisser faire. Son candidat à la présidentielle, Agathon Rwasa, n'hésite plus à défier publiquement le pouvoir en place. Bénéficiant d'une grande popularité, il a appelé ses partisans à se défendre en cas d'attaque, ouvrant la voie à un bras de fer à seulement quelques jours du triple scrutin du 20 mai. Rêver d'obtenir des élections crédibles, transparentes au Burundi, c'est trop demandé. Mais on peut par contre espérer avoir des élections répondant au minimum des standards qu'on peut espérer d'un pays africain. Au niveau de ces élections, il y a quand même 2 grands partis. Il y a d'un côté les CNDD et de l'autre le parti CNL. Agathon Rwasa, c'est un ancien rebelle. Pour être populaire, il a tout simplement été en retrait au Parlement en train d'observer la scène politique. Quoi qu'il en soit, la menace sécuritaire et sanitaire ne dissuade pas les militants de se déplacer. Les meetings du général Évariste Ndayishimiye et son principal challenger Agathon Rwasa continuent d'attirer des marées humaines. Pour rappel, ils sont 7 prétendants à la magistrature suprême et n'ont plus qu'une dizaine de jours pour convaincre les électeurs. Rien ne va plus entre pouvoir et opposition en Sierra Leone. Le président Julius Maada Bio a ouvertement accusé dans un discours télévisé l'opposition d'insister à la violence terroriste. Une déclaration qui fait suite à la flambée de violence enregistrée dans le pays et qui s'est soldée par des pertes en vie humaine. 7 personnes ont en effet perdu la vie lors d'une émeute dans une prison de Freetown après le test positif au coronavirus d'un détenu. Le chef de l'État dénonce le silence du All People's Congress, le principal parti d'opposition qui serait impliqué. La formation n'a pas encore réagi. Un déconfinement à petite échelle en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 7 mai la levée des mesures restrictives à l'intérieur du pays et notamment du couvre-feu nocturne, un retour à la normale qui concerne la majorité du pays à l'exception du Grand Abidjan qui reste isolé puisque considéré comme l'épicentre de la maladie. Ashley Duprat. La vie va pouvoir reprendre son cours en terre ivoirienne. Dès le vendredi 8 mai, les mesures de restriction contre l'épidémie de Covid-19 sont levées sous réserve que la courbe de personnes contaminées par le virus reste quasiment nulle, comme observé ces dernières semaines. Au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars,
boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle sont levés à partir du vendredi 8 mai 2020. Une fausse joie pour les Abidjanais. La capitale économique du pays et sa région vont en effet poursuivre leurs mesures d'isolement. Les Abidjanais devront prendre leur mal en patience jusqu'au 15 mai. Une date qui reste néanmoins tributaire de l'évolution de la pandémie dans la région. Donc je pense que la levée des restrictions va permettre effectivement à l'économie de pouvoir reprendre très rapidement. Je pense que ce sera la même chose pour le Grand Abidjan qui a été annoncé par le président pour le 15 mai. Il ne faut pas oublier que le Grand Abidjan, si le président n'a pas voulu lever les restrictions aussi vite qu'il a fait pour l'intérieur, c'est parce que le Grand Abidjan constitue ce que nous appelons l'épicentre de la crise du Covid-19. Si le Grand Abidjan reste à l'heure de l'isolement, certaines mesures ont toutefois été allégées. En ce mois de Ramadan, le couvre-feu est allégé de 23h à 4h au lieu de 21h à 5h. Dans l'actualité également, ce coup de pouce du gouvernement marocain aux salariés, près d'1 million d'entre eux impactés par la crise sanitaire vont toucher une indemnité forfaitaire au titre du mois d'avril. Une aide de 2000 dirhams qui concerne les salariés de 134 000 entreprises. Les entreprises en difficulté seront, elles, intégrées dans un dispositif de financement pour faciliter leur relance. Quant aux particuliers dont les revenus ont baissé du fait de l'état d'urgence sanitaire, les intérêts bancaires résultant du report des échéances des crédits seront pris en charge par l'État et les banques. C'est le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique centrale, mais pourtant le plus résilient sur le plan économique, alors que la République centrafricaine et la Guinée équatoriale pourraient afficher des pertes de croissance de l'ordre de 8% respectivement. Le recul du Cameroun ne devrait pas excéder les 3% selon les prévisions de la Banque africaine de développement. Comment l'expliquer? Nathalie Mo nous apporte quelques éléments de réponse. Résilience, l'une des caractéristiques principales de l'économie camerounaise, va de nouveau préserver les indicateurs de croissance du pays, malgré la pandémie de Covid-19. Alors que les pertes de croissance vont se fixer à moins 5% en moyenne dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, au Cameroun, elles pourraient s'établir à 3% seulement. Une autonomie dans la gestion de l'économie circulaire fait que le Cameroun est plus résilient que d'autres pays voisins. Le Cameroun, à cet effet, peut donc avoir une capacité de résilience beaucoup plus étoffée, beaucoup plus forte que ses voisins. Et c'est naturel que les chiffres au niveau de la dégringolade soient plus atténués au Cameroun. En Afrique centrale, le recul de la croissance sera influencé par la baisse de la production, compte tenu de la baisse des prix des matières premières, notamment du pétrole. Les petites et moyennes entreprises seront aussi fortement fragilisées et le taux de chômage pourrait repartir à la hausse selon des perspectives de la Banque africaine de développement. Des prévisions contre lesquelles le gouvernement camerounais a pris des mesures le 30 avril dernier. Les mesures prises par le gouvernement n'ont pas eu une longueur conséquente permettant d'évaluer la pertinence de ces mesures, permettant d'évaluer l'impact de ces mesures sur la lutte contre le coronavirus. Peut-être que des études ont été faites, mais dans la pratique, les gens n'ont pas vu l'effet baissier. Les prévisions mitigées de la Banque africaine de développement pour le Cameroun en 2020 s'avèrent particulièrement optimistes du fait que le pays soit le plus touché par le coronavirus en Afrique centrale. Le Cameroun compte désormais près de 2300 cas positifs au Covid-19. Nouveau coup dur pour Maurice. Après son inscription sur la liste grise du Gafi, le pays vient d'être placé sur la liste noire de la Commission européenne qui épingle les États ne donnant pas les assurances nécessaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Une décision regrettable selon les autorités. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction.
Maurice est sur la liste noire des centres financiers de la Commission européenne. Le pays vient d'y être ajouté aux côtés de 3 autres États africains, le Ghana, le Botswana et le Zimbabwe. Il est reproché à Maurice de ne pas avoir montré sa capacité à lutter contre le blanchiment d'argent. Une décision que déplorent les autorités mauriciennes. Elle est simplement alignée sur la position de la Financial Action Task Force. La décision prend effet en octobre. D'ici là, le pays aura pallié ses défiances. La Commission européenne révisera sa position. La Commission européenne a en effet harmonisé sa liste avec celle du groupe d'action financière, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent, qui avait déjà placé Maurice sur sa liste grise au mois de février dernier. Ce qui implique que les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui traitent avec l'île de l'océan Indien. Cette nouvelle doit être prise dans un contexte général, à savoir que on est dans une crise sanitaire qui fait que son économie est bloquée, qu'il va y avoir une baisse considérable des investissements, qui va être une baisse entre 7 et 17%. En plus de cela, il faut ajouter le fait est que sa population va augmenter au niveau du nombre de chômeurs, elle va augmenter à peu près de 8 points, ce qui est très important. Et on sait aussi l'île Maurice repose beaucoup sur le secteur du tourisme. Le tourisme est complètement bloqué par le coronavirus. Ces dernières années, Maurice avait pourtant pris les mesures nécessaires pour que son secteur financier réponde aux normes internationales. En 2019, la Commission européenne l'avait d'ailleurs retiré de sa liste des pays tiers à haut risque. Au Tchad, bien que subventionnés par les autorités, les masques ne sont pas accessibles à tous. Certains citoyens, compte tenu de leur situation sociale précaire, peinent à débourser 200 francs CFA pour s'en procurer. Fort heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de certaines associations. Voyez ce reportage de Mama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Neil Claude Bessa. Au Tchad, le port du masque dans les lieux publics est obligatoire depuis jeudi 7 mai 2020. Bien que le gouvernement a mis à disposition de la population plus de 200 000 masques à prix subventionné, beaucoup de personnes peinent à s'offrir ces produits à cause de leur situation sociale précaire liée à la pandémie. Consciente de cette situation, la plateforme des organisations de la société civile, dénommée Tchad d'abord, a procédé à la sensibilisation et à la distribution des masques aux personnes nécessiteuses à travers la capitale N'Djamena. Il est très nécessaire de respecter les mesures prises par le gouvernement. Cela veut dire respecter les décisions du gouvernement, ce n'est pas une faiblesse, c'est un devoir citoyen. Donc nous devons tous ensemble s'aligner derrière le gouvernement et de respecter tous les mots d'ordre donnés par le gouvernement. Tant que nous on ne respecte pas les mesures données par le gouvernement, nous n'allons pas éradiquer cette maladie dans notre capitale. Le Tchad d'abord, cette plateforme qui regroupe 54 associations de la société civile, a confectionné et a distribué gratuitement plus de 5000 masques aux nécessiteux de la capitale. Une initiative saluée par les acteurs politiques et les citoyens qui appellent les autorités à rendre gratuits les masques au profit des populations. Ailleurs, le cache-nez coûte 1000 francs et le gouvernement a subventionné à 200 francs ici. Donc c'est tout à fait normal que tout le monde doit porter le cache-nez. L'initiative que l'association a donnée, c'est très salutaire. Je les remercie beaucoup. Et je leur demande d'œuvrer pour tout le monde et puis qu'ils continuent à faire ça. Pour rappel, le gouvernement avait suspendu le port obligatoire des masques le 14 avril 2020 suite à la contestation des citoyens à cause de la non-disponibilité suffisante de ces produits sur les marchés. Depuis, la manufacture de l'armée a été mobilisée pour produire un nombre conséquent de masques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.